Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler d'électricité et de puissance en électricité, voir un petit peu tout ce qui est puissance et énergie. Mais avant de rentrer dans le détail, on va parler d'électricité un peu de façon générale. Alors comment on décrit l'électricité dans un circuit électrique? On va le décrire grâce à la tension, qu'on note généralement U, et l'intensité, qu'on note généralement I. Alors quelle est la différence entre ces deux grandeurs? On a parfois du mal à se représenter ce que c'est. Une façon assez simple de le voir, c'est d'imaginer l'électricité dans les fils comme de l'eau qui circule. Alors dans ce cas, la tension U serait la pression qu'on a à l'intérieur de notre circuit. Ça va donner un petit peu la vitesse à laquelle vont circuler les charges à l'intérieur de nos fils, alors que l'intensité, elle, ça correspondrait plus au débit qu'on va avoir, au débit d'eau qu'on aurait à l'intérieur de cette conduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez l'exemple du taser, qui a une très forte tension, mais une intensité très basse, on va avoir de l'électricité qui va passer très vite à travers notre corps, mais à de faibles intensités. C'est ce qui fait qu'on va être choqué, mais pas forcément mis en danger, parce qu'au final, l'énergie qui va nous traverser reste assez faible. On pourrait avoir l'équivalent, si je prends le parallèle avec l'eau, on parlerait d'un Karcher. C'est quelque chose qui va au final consommer assez peu d'eau, mais qui va l'envoyer à de très fortes pressions. A l'inverse, si vous prenez des courants plutôt genre batterie de voiture, les tensions sont faibles, mais par contre les intensités sont énormes. Là, il faudrait imaginer une très grosse conduite, voire une cascade, c'est-à-dire que l'eau va pas forcément vite, mais il y a d'énormes quantités d'électricité qui circulent. Et en fait, on se rend compte que le plus dangereux, c'est pas tellement la tension, mais ça va être l'ampérage. Pourquoi? Parce que si vous êtes électrocuté par un courant avec une forte intensité, vous allez subir énormément d'énergie. Alors pourquoi l'électricité? On dit que c'est dangereux, parce qu'en fait notre organisme fonctionne avec l'électricité, notre système nerveux notamment, c'est des impulsions électriques qui vont circuler à l'intérieur. Et donc quand on va se faire électrocuter, pourquoi dans les films on voit les gens qui tremblent comme ça quand ils sont électrocutés? C'est qu'en fait leurs muscles vont tétaniser, ils vont recevoir un signal électrique qui leur dit de se contracter, et donc en fait on va se contracter extrêmement fort. Et c'est cette contraction très violente qui va faire qu'on est tétanisé. Alors si l'électrocution est juste localisée dans des muscles périphériques, c'est pas très grave. Par contre, notre cœur est aussi un muscle. Donc ça veut dire qu'il va se mettre à battre n'importe comment. Ça va provoquer des arrêts cardiaques éventuellement. L'autre problème va être l'énergie qui nous traverse. On peut être littéralement cuit à cause de l'effet Joule, de la dissipation par effet Joule. Et donc si les intensités qui nous traversent sont trop élevées, ça peut provoquer de gros dommages. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, on ne va pas forcément s'intéresser à la tension actuellement, mais on va s'intéresser plutôt au courant dans un fil de section S. Alors comment on calcule le courant qui circule? I c'est égal à N fois E sur delta T. Alors N, ça correspond au nombre d'électrons qui vont traverser ma section S pendant la durée delta T. Donc delta T, c'est la durée exprimée en secondes. Et E, vous le connaissez bien, c'est la charge de l'électron, on l'a utilisé pour calculer les électronvolts. E est exprimé en coulomb, divisé par le temps, et ça donne une intensité en ampères. Alors, outre l'intensité dans un circuit, ce qui va vraiment nous intéresser ici, ça va être la puissance et l'énergie en électricité. Ce qui nous intéresse principalement dans un système, c'est de savoir combien il va consommer d'énergie en fonction de sa puissance, du temps de fonctionnement, etc. Donc la formule qui relie tout ça, elle est assez simple. L'énergie, c'est égal à la puissance fois la durée de fonctionnement. On a donc une puissance en watts, un temps en secondes. Ça nous donne une énergie en joules. Mais dans la pratique de tous les jours, les unités ne sont pas forcément watts, secondes et joules. Ça, c'est des unités qu'on va utiliser en physique, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours les unités qu'on va trouver. Par exemple, si vous prenez une facture EDF quelconque, l'énergie consommée par le client est exprimée en kWh. Alors, on utilise toujours la formule E égale P fois delta T, mais cette fois, les unités dans la formule vont changer. J'ai une puissance qui sera exprimée en kilowatts et un temps qui, lui, sera exprimé en heures. Ça me donne donc une énergie exprimée en kWh. Si je fais la conversion, 1 kWh, c'est quoi? C'est 1 kW pendant
1 heure, soit pendant 3600 secondes, ce qui nous fait donc 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Alors pourquoi cette unité? Parce qu'elle est beaucoup plus pratique. Si on prend les gammes de puissance d'électroménager, d'appareils qu'on a à la maison, généralement ils sont aux alentours de 1 kW, que ce soit les radiateurs, les fours, des fers à repasser, des aspirateurs, tout ça, ça a des puissances aux alentours de 1 kW. En termes d'utilisation, on sera plus à l'échelle de la minute, voire de l'heure, qu'à l'échelle de la seconde. C'est donc beaucoup plus pratique de dire j'ai un radiateur de 1 kW qui a fonctionné pendant 5 heures, donc j'ai consommé 5 kWh. C'est vraiment pour des raisons de praticité. C'est beaucoup plus simple d'utiliser cette unité-là que le joule, qui n'est pas forcément parlante. Là, on voit que 10 kWh, ouais, c'est un appareil qui a fonctionné pendant 10 heures, à 1 kW. Alors d'autres unités qui peuvent vous aider, ça va être les batteries de téléphone. Si vous regardez sur la batterie de téléphone, l'énergie de la batterie est exprimée en watts-heure. Alors pourquoi? Parce que là les puissances sont beaucoup plus faibles dans le cas d'un téléphone, mais il va pouvoir fonctionner effectivement pendant certaines heures. Si vous prenez le cas du téléphone que je vous montre actuellement, on a une énergie aux alentours de 11 watts-heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais fonctionner mon appareil à 11 watts, je vais pouvoir le faire fonctionner pendant 1 heure. Ou à l'inverse, si j'utilise que 1 watt, je vais pouvoir faire fonctionner mon appareil pendant environ 11 heures. Donc ça permet d'avoir une estimation un peu plus rapide, et donc j'ai la puissance en watts, le temps en heure, ça me donne une énergie en watt-heure. Une dernière unité, là on va parler d'accumulateurs, notamment les accumulateurs de vapeau, de cigarettes électroniques, c'est ceux qu'on croise le plus souvent, mais ça fonctionne pour plein d'autres batteries, les piles rechargeables notamment. On va plutôt exprimer ça en ampères-heure ou milliampères-heure. Alors là, on n'est plus sur une énergie, on va plutôt être sur une quantité de charge électrique. Comment ça se fait? Si on regarde juste l'unité, ampère-heure, c'est donc I fois delta T, je vous renvoie à la formule qu'on a étudiée précédemment, ça me fait I fois delta T, et donc ça c'est égal à N fois E. Autrement dit, ça me donne la quantité de charge disponible. On pourra voir le fonctionnement dans l'autre sens. Si je dois consommer 1 ampère en continu, je pourrais savoir en fonction de la capacité de mon accumulateur pendant combien de temps je pourrais le faire fonctionner. Voilà, donc tout ça c'est assez complexe entre les usages courants et la physique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'unités. Il suffit de s'entraîner, c'est une petite gymnastique à faire, mais quoi qu'il arrive, le plus simple c'est de revenir à la formule, de faire une petite analyse dimensionnelle pour comprendre le lien entre ces différentes unités. Le gros problème de l'électricité, comme on l'a dit, c'est un mouvement de porteur de charge. Donc étant donné que c'est un mouvement, c'est assez difficile à stocker en tant que tel. Donc on va avoir recours à plein de méthodes, d'ailleurs il y a énormément de recherches qui sont faites actuellement pour développer ça, pour pouvoir stocker l'énergie sous forme d'énergie potentielle et pouvoir la récupérer derrière sous forme d'électricité. Là, à titre d'exemple, les idées qui me viennent, on a des barrages qui sont réversibles. Il me semble que vous avez fait un exercice là-dessus au niveau de l'énergie potentielle. Comment ça marche? En fait, le barrage, quand on a besoin d'électricité, fait descendre l'eau pour transformer l'énergie potentielle en électricité. Et quand on a trop d'électricité, on va utiliser ça pour pomper l'eau et la faire remonter, ce qui fait qu'on veut stocker une partie de l'énergie comme ça. Alors j'ai aussi un de mes élèves qui m'a envoyé un document très intéressant sur un nouveau système là qui est en train d'être développé. Ce sera un système de grue, c'est-à-dire que là on va utiliser d'énormes masses qu'on va monter ou descendre en fonction de si on a trop d'énergie ou si on a besoin d'énergie. Si on a trop d'électricité, on fait fonctionner un moteur qui fait monter la masse, et quand on a besoin d'énergie, on fait redescendre la masse pour récupérer cette énergie potentielle. Alors dans le cas des batteries, vous allez me dire, oui mais là c'est pas forcément de l'énergie potentielle. Alors c'est pas de l'énergie potentielle de pesanteur, mais en fait on a une énergie potentielle chimique, c'est-à-dire qu'on va utiliser une réaction chimique réversible pour pouvoir charger la batterie et ensuite laisser se faire la réaction chimique pour récupérer l'énergie et donc faire circuler des électrons à l'intérieur de nos circuits. Je vous renvoie au cours sur l'oxydoréduction où on a beaucoup parlé de ces histoires de piles et de comment on fait circuler l'énergie. Donc voilà, c'est un gros problème, l'énergie on arrive assez facilement à la produire, mais par contre la stocker ça devient compliqué, notamment pour tout ce qui va être véhicule électrique. On a énormément envie de développer les véhicules électriques car beaucoup moins polluants et surtout ne consomment pas d'énergie fossile, qui vont commencer à être de plus en plus limités sur notre planète. Mais le gros problème, et qui actuellement est en gros développement, va être de stocker cette énergie pour que la voiture puisse fonctionner suffisamment longtemps et parcourir des distances de plus en plus grandes. Après, un des avantages, c'est que ça a déjà fait d'énormes progrès en termes de batterie, notamment grâce
grâce à la téléphonie. Les téléphones mobiles ont des batteries de plus en plus performantes. Alors, les téléphones sont aussi de plus en plus performants, donc plus énergivores, c'est pour ça qu'on ne voit pas forcément la différence, mais il y a quand même une très grosse différence entre les batteries d'il y a 20 ans et les batteries actuelles, parce que voilà, il y a eu un gros développement, il y a eu beaucoup de recherches, notamment grâce aux batteries lithium-ion qui ont fait énormément progresser le stockage d'énergie.